Avant de plonger dans cette histoire brûlante, abonnez-vous à la chaîne. Si vous pensez que l'Afrique mérite la vérité, alors ce contenu est pour vous. Il y a des douleurs que même les caméras les plus sophistiquées ne peuvent capturer. Des silences plus tranchants que les balles. Des peuples qui saignent dans l'ombre, loin des flashs, loin des projecteurs, loin du tumulte médiatique. Le Mali fait partie de ces territoires où l'histoire s'écrit en lettres de feu dans les marges du monde, avec pour seule plume la souffrance quotidienne de son peuple. Quand on évoque le Mali, certains se souviennent de Tombouctou, cette cité mythique au bord du désert, autrefois cœur palpitant du savoir africain. D'autres pensent à Mansa Moussa, empereur d'or et de générosité, figure d'un continent puissant et prospère. Mais aujourd'hui, le nom du Mali résonne dans les bulletins d'information comme un avertissement, un synonyme de guerre, d'instabilité, de chaos. Les cartes sont brouillées. Le sable du Sahel est devenu un théâtre d'opérations militaires où se croisent djihadistes, mercenaires, soldats étrangers, groupes armés locaux et civils pris au piège. Et au centre de ce brasier, un peuple, le peuple malien, qui tente de se tenir debout malgré tout, en portant sur ses épaules le poids de plusieurs trahisons. Le 10 janvier 2013, l'aviation française survole Gao, puis Kidal, puis Tombouctou. C'est le début de l'opération Serval. Présentée comme une mission de libération, une aide d'urgence pour empêcher les groupes terroristes d'atteindre Bamako, cette intervention est initialement saluée par une partie de la population. Les drapeaux français flottent dans les rues de la capitale, les chefs d'État africains applaudissent François Hollande et la presse internationale parle de « succès éclair ». Mais derrière les sourires diplomatiques, une autre réalité commence à s'installer, plus trouble, plus amère. Car très vite, les djihadistes se réorganisent. Ils disparaissent dans le désert, se fondent dans la population, changent de tactique. La menace devient plus diffuse, plus insaisissable, et l'opération Serval se transforme, se prolonge, se renomme. En 2014, elle devient l'opération Barkhane, avec un mandat élargi à toute la bande sahélienne. Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. Des milliers de soldats français sont déployés, des bases militaires sont renforcées, et le discours officiel insiste. Il s'agit de lutter contre le terrorisme islamiste. Mais quelque chose ne colle pas. Sur le terrain, les attaques augmentent, les villages sont brûlés, les convois sautent sur des mines, les populations fuient. À Mopti, à Kidal, à Gao, à Menaka, l'insécurité s'aggrave, le chaos s'installe, et la question surgit implacable. Comment expliquer que la présence militaire étrangère la plus puissante du continent n'a pas réussi à enrayer la spirale de la violence? Pire encore, pourquoi cette présence semble-t-elle coïncider avec une montée de l'instabilité? Le doute grandit dans les esprits maliens. Ce que l'on présente comme une opération de sécurité commence à ressembler à une occupation. On entend parler de pillage, de zones interdites aux civils, de complicité passive avec certaines milices locales. La fracture entre l'État malien et son peuple se creuse. Les élites sont accusées de se soumettre à l'agenda français. Et dans les rues de Bamako, les slogans changent. Barkhane dégage. Non à la France-Afrique. La souveraineté d'abord. Les frustrations politiques s'additionnent. En 2020, un soulèvement populaire éclate contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, accusé de corruption, d'inefficacité et de complaisance avec Paris. C'est le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, qui catalyse cette colère. Le 18 août 2020, l'armée malienne intervient. Keïta est renversé, le peuple applaudit. Un souffle de dignité traverse le pays, mais l'espoir reste fragile. Quelques mois plus tard, la transition est elle-même renversée par un nouveau coup d'État. Le colonel Assimi Goïta prend les commandes. Dans d'autres circonstances, il aurait été condamné par la communauté internationale. Mais ici, au Mali, une partie du peuple y voit un acte de rupture nécessaire avec un système imposé. Goïta devient malgré lui le visage d'une volonté populaire. Reprendre le contrôle du pays, mettre fin à la tutelle étrangère, tracer une nouvelle voie. Mais cette voie est semée d'embûches. Car la France, elle, ne digère pas ce rejet. Les tensions diplomatiques explosent. Les déclarations de Paris deviennent de plus en plus hostiles. Les aides sont suspendues. Et en août 2022, après 9 ans de présence, l'armée française quitte officiellement le Mali. L'opération
Barkhane s'effondre. Bamako célèbre l'événement non pas comme une victoire militaire, mais comme une reconquête symbolique. Les drapeaux russes apparaissent dans les rues, parfois portés par des jeunes qui ne parlent ni russe ni géopolitique, mais qui veulent simplement un changement, une rupture. À ce moment-là, le Mali n'a pas gagné la guerre contre le terrorisme. Non, il est encore profondément meurtri. Les attaques djihadistes continuent. Le nord et le centre du pays restent instables. Des civils sont tués chaque semaine. Mais une autre guerre se joue, moins visible, plus idéologique. Celle pour la souveraineté, pour la dignité, pour la mémoire. Le Mali, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Pris en étau entre les groupes terroristes, les ambitions étrangères et ses propres fragilités internes. Mais il est aussi devenu un symbole, un laboratoire de résistance contre la France-Afrique, une terre où l'on tente, coûte que coûte, de réécrire les règles du jeu. La question n'est plus seulement comment vaincre les djihadistes. Elle est aussi qui a intérêt à ce que le Mali reste instable. Pourquoi l'instabilité sert-elle certains agendas? Et surtout, que peut faire un peuple pour redevenir maître de son destin? Sur les cartes officielles, tout paraît simple. D'un côté, les terroristes, de l'autre, les forces partenaires qui viennent défendre la démocratie, la paix et les populations. Mais au Mali, ces lignes sont floues, contaminées par les intérêts, les manipulations et les mensonges d'État. Car la vérité, c'est que cette guerre ne se gagne pas à coups de drones ou de discours, elle se perd dans les couloirs sombres des ambassades, des bases militaires et des conseils secrets. Officiellement, la France intervenait pour sauver le Mali. Officieusement, elle a multiplié les erreurs, voire les complicités. Des témoignages ont émergé. Des zones entières où l'armée française refusait d'intervenir, laissant les groupes armés se renforcer. Des frappes, soi-disant ciblées, qui touchaient des civils. Des alliances informelles avec des milices locales, parfois ethniques, parfois simplement corrompues. Et surtout, un mépris systémique pour les réalités du terrain. Car au lieu de renforcer l'État malien, Paris a contourné les autorités locales, imposé ses priorités, méprisé les acteurs traditionnels. Les Touaregs, les Peuls, les Dogons, tous ces peuples aux mémoires longues, ont vu des convois étrangers traverser leur territoire sans leur parler, sans les écouter. La guerre contre le terrorisme est devenue une guerre sans ancrage. Une opération hors sol qui ne faisait que nourrir les frustrations. Et pendant ce temps, dans les villages, la peur grandissait. Non pas seulement à cause des djihadistes, mais aussi à cause de cette présence militaire étrangère, perçue comme opaque, arrogante, étrangère aux douleurs locales. Des communautés entières ont commencé à se radicaliser, non par idéologie islamiste, mais par rejet. Rejet de l'abandon, rejet des injustices, rejet du silence des grandes capitales. Les services secrets français, eux, savaient, depuis longtemps. Ils savaient que certains groupes djihadistes se finançaient via des trafics tolérés, que des hommes armés circulaient librement dans certaines zones dites sécurisées, qu'il existait des accords tacites, des lignes rouges à ne pas franchir. Mais tant que l'instabilité restait contenue, tant qu'elle servait à justifier une présence militaire durable, l'alerte était étouffée. Et c'est là que la colère malienne a commencé à exploser. Pas seulement contre les djihadistes, mais contre tout un système. Un système qui prétendait protéger, mais laissait mourir. Un système qui parlait de démocratie, mais soutenait des présidents discrédités. Un système qui, au nom de la sécurité, sapait la souveraineté. Dans les rues de Bamako, les slogans ont changé de ton. Ce n'était plus seulement « Abat Barkhane », c'était « La France tue nos enfants ». Ce n'était plus une opposition politique, c'était une rupture affective, un divorce historique. La génération post-indépendance, celle qui croyait encore à une amitié franco-africaine, cède la place à une nouvelle jeunesse panafricaine, éveillée, connectée, radicale et prête à tout remettre en question. Et pendant que les chancelleries occidentales s'inquiètent, d'autres acteurs avancent leurs pions. La Russie, bien sûr, avec Wagner et ses promesses de soutien sans condition, mais aussi la Turquie, la Chine, l'Iran, les Émirats, tous sentent que l'ordre post-colonial vacille. Le Mali devient un échiquier, un terrain de manœuvre, un laboratoire d'influence. Mais le peuple malien, lui, n'est pas dupe. Il sait qu'aucun sauveur ne viendra de l'extérieur. Il sait que le prix de la souveraineté sera lourd. Mais il a choisi.
choisit de rompre avec le paternalisme occidental, choisit de regarder en face ses propres démons, choisit de réécrire le récit national, non plus à Paris mais à Bamako, Ségou, Tombouctou, Kidal. Et ce choix dérange, car il fait des émules. Au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, la flamme malienne se propage. Une nouvelle cartographie mentale se dessine. Une Afrique qui n'attend plus de permission. Une Afrique qui comprend que derrière les discours de sécurité se cache souvent un agenda économique, que le terrorisme, dans bien des cas, est un prétexte, une façade, un outil. Pendant que les ONG alertent sur les déplacements massifs de population, sur les écoles fermées, sur les marchés vidés par la peur, les grandes puissances négocient des contrats miniers. Thor, uranium, bauxite, terres rares. Le sous-sol malien attise toutes les convoitises. Et chaque attaque, chaque embuscade, chaque attentat devient une opportunité pour renforcer le contrôle, signer de nouveaux accords, justifier l'ingérence. Mais quelque chose a changé. Le masque est tombé. Et même les plus modestes bergers du Sahel savent que cette guerre n'est pas seulement religieuse. Elle est aussi économique, stratégique, symbolique. Elle oppose deux visions du monde. Celle d'une Afrique soumise et utile, et celle d'une Afrique debout, fière, imprévisible. Le feu continue de brûler dans le nord et le centre du pays. Les djihadistes adaptent leur stratégie, infiltrent les communautés, exploitent les tensions ethniques. Mais désormais, ils ne sont plus les seuls à inquiéter les populations. Car la vraie question est ailleurs. Comment reprendre le contrôle de son destin quand tous les puissants veulent vous dicter la voie? Le Mali ne se bat pas seulement contre des groupes armés. Il se bat contre une architecture internationale qui l'a piégé dans un rôle de victime, d'assisté, de théâtre d'expérimentation militaire. Ce peuple refuse désormais ce rôle. Il revendique sa complexité, sa force, sa mémoire. Et il le fait avec courage, sans moyens, sans certitude, mais avec une rage ancienne, nourrie de siècles d'humiliation et de résistance. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali n'est pas un simple conflit, c'est une fracture historique, une ligne de rupture, et peut-être le début de la fin d'un certain ordre mondial. Dans les rues abîmées de Gao, au marché de Mopti, dans les écoles improvisées de Ségou, le mot d'ordre est clair, tenir. Tenir malgré l'abandon, tenir malgré les balles, tenir malgré la faim. Le Mali n'a pas seulement expulsé la France, il tente de se réinventer de l'intérieur. Et ce processus est tout aussi dangereux que la guerre elle-même, car reconstruire un pays déchiré exige bien plus que des armes ou des discours. Cela demande une vision. Et cette vision, aujourd'hui, vacille entre espoir radical et autoritarisme rampant. Depuis les coups d'État successifs de 2020 et 2021, les militaires ont pris les commandes du pouvoir. Assimi Goïta, jeune colonel formé dans les cercles occidentaux puis revenu à Bamako avec un sentiment de trahison brûlant, incarne cette transition brutale vers une gouvernance dure. Sous son autorité, le Mali se dresse fièrement contre l'impérialisme, mais flirte dangereusement avec la dérive autoritaire. Dissolution d'organisations critiques, contrôle de la presse, surveillance des voix dissidentes, les méthodes changent, l'obsession du pouvoir demeure. Mais sur le terrain, dans les quartiers et les villages, une autre dynamique émerge. Une dynamique invisible au radar militaire. Celle des femmes qui s'organisent en silence pour nourrir, soigner, éduquer. Celle des jeunes qui créent des réseaux de solidarité, des radios communautaires, des plateformes numériques d'entraide. Ce Mali invisible, souterrain, organique, refuse de laisser son destin aux seuls uniformes et aux seuls fusils. Il y a des tensions, de lourdes tensions, entre Bamako et les régions du Nord, entre les communautés Peul, Dogon, Touareg, Songaïs, entre les élites urbaines et les masses rurales. Mais malgré ces divisions, une conscience collective se réveille. Une conscience qui dit « plus jamais comme avant ». Plus jamais l'illusion d'un État central tout-puissant. Plus jamais la confiscation du pouvoir par quelques-uns. Dans les mosquées, les églises, les lieux sacrés du pays, les voix spirituelles s'élèvent, pas pour appeler à la haine, pas pour diviser, mais pour rappeler que la véritable souveraineté commence par la justice sociale, par le respect du pauvre, par l'humilité devant l'histoire. Les maîtres coraniques, les prêtres catholiques, les chefs de tradition invoquent désormais une éthique de résistance enracinée dans le quotidien. Une révolution lente mais profonde.
pas seulement contre les puissances étrangères, mais contre les réflexes d'oppression intérieure. Et dans les yeux des jeunes brille quelque chose de nouveau. Un feu que ni la pauvreté, ni la guerre, ni l'exil n'ont réussi à éteindre. Ils ne veulent plus fuir à tout prix vers l'Europe. Ils veulent bâtir ici, même si le sol tremble, même si les bombes tombent encore. Ils montent des coopératives agricoles, des start-up sociales, des écoles alternatives. Ils lisent Sankara Fanon Cheikh Anta Diop. Ils refusent le cynisme. Le combat malien ne se joue pas seulement sur les champs de bataille. Il se joue dans les choix économiques. Or coton, orge, sel, élevage, des richesses immenses, mais confisquées par des intérêts privés, souvent étrangers. Lutter pour la souveraineté, c'est aussi lutter contre les multinationales qui contrôlent les filières. C'est casser les contrats léonins signés sous pression. C'est reprendre le contrôle du commerce, du foncier, de la monnaie et justement la monnaie. Le franc CFA, vestige colonial, continue d'asphyxier les économies sahéliennes. Dans les rues, le débat monte. Abandonner le CFA, créer une monnaie souveraine, rejoindre une union monétaire panafricaine, les propositions se multiplient, les discussions s'intensifient. Car tout le monde a compris, tant que l'Afrique ne contrôle pas sa monnaie, elle ne contrôle rien. Le Mali regarde vers l'Afrique, vers ses voisins, vers ses frères. Et malgré les embargos, les sanctions, les menaces, une solidarité nouvelle prend forme. Des convois arrivent du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée. Des artistes, des intellectuels, des agriculteurs s'allient. Ensemble, ils refusent la fragmentation imposée par les frontières coloniales. Ils parlent de confédération, de défense partagée, de marché commun. Ce qui était impensable il y a 10 ans devient aujourd'hui une nécessité. Et pourtant, la route est encore semée d'embûches. L'insécurité persiste. Les attaques djihadistes redoublent. Les mercenaires étrangers, russes ou autres, ne sont pas là par charité. Ils ont leurs propres agendas, leurs propres calculs. Le risque d'une nouvelle dépendance est réel. Mais cette fois, le peuple est vigilant, moins naïf, plus exigeant. Car ce que le Mali construit, c'est bien plus qu'un nouveau gouvernement. C'est une nouvelle manière d'être au monde. Une manière où les récits ne sont plus dictés depuis l'extérieur. Une manière où la dignité prime sur l'aide. Une manière où chaque communauté compte, où chaque voix est écoutée, où chaque village est respecté. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer la France-Afrique. Il s'agit de construire l'Afro-Afrique. Une Afrique pensée par elle-même, pour elle-même. Une Afrique qui ne se laisse plus définir par la peur, mais par la mémoire, la culture, la force de résister. Une Afrique qui célèbre ses héros oubliés, ses langues effacées, ses traditions méprisées. Une Afrique qui ne demande pas pardon d'exister, mais qui impose sa place. Et dans cette Afrique en gestation, le Mali joue un rôle central. Il est à la fois le miroir des douleurs passées et la promesse d'un avenir libre. Ses échecs sont visibles, criants, parfois tragiques. Mais ses résistances sont puissantes, contagieuses, irréversibles. Les tambours de Bamako, les poèmes de Tombouctou, les chants de Nyono ne chantent plus la soumission. Ils annoncent l'insoumission. Ils hurlent le droit d'être, le droit de rêver, le droit de tomber et de se relever, sans demander l'autorisation. Le chemin sera long. Il y aura des trahisons, des déceptions, des erreurs. Mais il y a aussi une énergie nouvelle, une énergie qui vient de la terre, du peuple, du silence des ancêtres. Une énergie qui dit « Le Mali n'est pas un champ de ruines. C'est un champ de renaissance ». Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Partage cette voix malienne avec celles et ceux qui refusent d'oublier. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre de cette grande histoire africaine. À très vite. Et surtout, ne lâche rien.